En fait, la même chose, je la ferais, mais jusqu'à 10 millions de chiffre d'affaires, en fait. Je pourrais carrément continuer à faire ça, mais en freelance, c'est un peu ce que j'avais fait à l'époque. Quand je me suis lancé, j'ai attaqué direct, très, très énervé à l'époque. J'en ai fait les frais, moi j'ai fait partie des premiers clients. J'irais me pointer là où je suis un loup au milieu de la bergerie. Et avec ça, là, je sais que je peux remonter un business à 100K si je me tiens à ça, en fait. Bonjour et bienvenue dans le podcast Amour, gloire et business. Ça, c'est une introduction pour vous dire qu'on va attaquer sur un gros sujet avec beaucoup d'énergie. Et le sujet qu'on va traiter dans cet épisode, c'est qu'est-ce qu'on ferait si on recommençait de zéro notre business ? Comment on ferait si on repartait de zéro ? On s'est dit que c'était un bon sujet, aussi bien pour ceux parmi vous qui sont au tout début du business et qui se demandent quelles sont les bonnes étapes par lesquelles passer, que pour ceux qui ont déjà un business qui tourne, mais qui ont l'impression que peut-être c'est devenu une usine à gaz, ou alors qui se questionnent sur le fait de peut-être pivoter, ou qui en tout cas ont envie d'évoluer dans leur business. On s'est dit que ce serait un bon sujet. Donc on va attaquer là-dessus. Et ce qui est intéressant, alors il faut savoir que nos épisodes, on ne les prépare pas. En fait, on préfère être vraiment en mode, on va dire, spontanéité. Et le fait de pas préparer, ça permet aussi de voir les sujets sur lesquels on peut être d'accord, pas d'accord, et de mettre un petit peu plus de piment dans ces épisodes. Donc on va découvrir chacun nos réponses là-dessus, sur comment on s'y prendrait. Est-ce que tu veux commencer ? Attends, juste avant. Attendez. Effectivement, on va voir ça pour voir s'il y a des choses qui peuvent être changées aussi dans vos business. Mais avant ça, c'est peut-être bien si on prend chacun 2 minutes pour dire rapidement ce qu'on a fait, comment on en est arrivé là. Mais vraiment, 3 minutes top chrono, limite, je lance... J'en ai passé de 2 à 3, je viens de choper 1 minute en plus. Je lance le timer, vraiment. Le C'est parcours, parti. toi, du début, de ce que tu as fait dans les grandes lignes, Ok. jusqu'à où est-ce que tu en es aujourd'hui pour que vraiment on ait du contexte. Ok, et j'ai 3 minutes, c'est parti. C'est parti. Mon parcours business, en quoi il a consisté ? Je me suis lancée en 2017 à mon compte, j'ai quitté mon CDI. J'ai commencé par faire des missions freelance et faire mes premiers milliers d'euros comme ça sans trop connaître le business. Et ensuite, j'ai eu mon premier vrai projet business qui s'appelait Postadem comme poste à démission et j'ai créé tout début 2018 ma société de formation en reconversion. Et donc en fait, j'aidais les salariés qui manquaient de sens dans leur job à trouver le projet pro qui les épanouit et pour 80% d'entre eux, à lancer leur side project, c'est-à-dire à lancer leur business en parallèle de leur emploi. Donc j'ai développé cette entreprise pendant 6 ans au total, donc j'ai fait grandir l'entreprise, on était une dizaine dans l'équipe, il y a eu le livre Postadem, il y a eu plus d'une 20aine de formations, donc j'ai vraiment développé un gros business autour de ça. Et c'est une entreprise que j'ai vendue en 2024 pour me consacrer à de nouveaux projets, notamment à relancer un autre business de zéro. Donc effectivement, c'est un sujet que je connais puisque j'ai recommencé de zéro dans le sens où j'ai changé de cible, j'ai changé d'offre, enfin vraiment littéralement j'ai recréé une société et j'ai refait mes débuts dans l'entrepreneuriat. Alors la différence, c'est que du coup j'avais les compétences et l'expérience, mais en soi c'était page blanche pour ce business. Et donc dans cette activité, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par accompagner des entrepreneurs dans le secteur coaching et formation à développer leur business pour atteindre les 6 chiffres de chiffre d'affaires, tout en vivant ce que j'appelle la Dolce Vita, c'est-à-dire en ayant du temps pour eux, en ayant une vie au rythme qui leur correspond. Et j'ai développé ça avec des immersions en présentiel et des programmes en ligne. Et donc, voilà ma présentation en 2-3 minutes chrono. Aujourd'hui, Belle c'est gosse. mon activité principale et voilà. Combien de temps j'ai mis ? 1 minute 40. 1 minute 40. Trop forte. à Ok, toi. à mon tour. Je me suis lancé comme toi en 2018. Premier business, c'était un business de coaching, on va dire, sportif, muscu, nutrition, qui a duré à peu près 6 mois. J'ai pivoté, je suis devenu copywriter, prestataire, donc prestataire de service freelance en copywriting. J'ai fait ça du coup fin 2018, 2019, 2020. En 2020, j'ai basculé sur un format agence où je faisais la même chose mais au format agence. Ça a duré 1 an. Donc on a eu une agence. Donc en tant que freelance, déjà, je suis passé rapidement de 0 à 3 000 euros par mois ma première année, puis à 10 000 euros par mois la deuxième année de CA, évidemment. Ensuite, j'ai lancé l'agence parce qu'on avait trop de demandes. Au bout d'1 an, j'ai arrêté l'agence parce que je déteste faire une agence. C'était pas mon truc, donc j'ai arrêté. Et j'ai lancé aussi les toutes premières formations en ligne que j'ai faites qui s'adressaient aux copywriters déjà formés au copywriting qui voulaient trouver des clients. Vu que moi, c'est un truc que je savais très bien faire, je leur ai montré comment le faire. J'ai fait ça pendant à peu près 2 ans, de 2021, 2022
2023, j'accompagnais des copywriters via différents types de produits, des formations, des accompagnements. Et en 2023, j'ai lancé aussi un mastermind, le Mastermind Marketing Rockstars, son nom de l'époque, son nom actuel, peut-être qu'il changera, dans lequel maintenant j'accompagne quelque part les mêmes personnes que j'accompagnais lorsque j'étais freelance, c'est-à-dire des entrepreneurs, coachs et formateurs qui font entre 50 000 euros et 500 000 euros de chiffre d'affaires par an, sur lesquels j'aide sur le copywriting, le marketing. Donc comme toi, pareil, je suis reparti de zéro plusieurs fois. Je suis reparti de zéro, je suis parti de zéro avec le premier business, évidemment. Je suis reparti de zéro quand je suis devenu copywriter. Je suis reparti de zéro quand j'ai lancé les formations, de semi-zéro, on va dire. En tout cas, tout était à faire. Et voilà où on en est aujourd'hui en 2025. Au moment où on enregistre cet épisode, Magnifique. avec à chaque fois des business à 6 chiffres. C'était très plaisant. Maintenant, comment on ferait si on devait tout recommencer de zéro. Alors, attention. Ouh là là. Contexte, Règle du jeu? Non, contexte. Règle du jeu. Imaginons qu'on perde de tout, là. On perd de tout ce qu'on a, mais il nous reste juste nos expertises. Est-ce qu'on part comme ça ou est-ce qu'on part sur repartir de zéro de façon globale sans rien savoir à rien? Avec pas d'expertise au départ? C'est une très très bonne question. J'ai envie de dire voter, mais l'épisode sera déjà enregistré. On va dire sans expertise. Ouais, sans expertise pour que un maximum de monde puisse s'identifier à ça. On va faire ça comme ça. Vendu. C'est parti. Tu commences. Déjà, on fera en sorte d'avoir une expertise, du coup. Alors, on commence. Alors, déjà, par quoi tu commencerais, toi? Ce serait quoi la première étape? Ce serait effectivement de l'expertise. Ouais. Ce serait avoir une expertise. Alors, ce serait plus simple si elle était rare. Moi, je recommande toujours, si tu veux avoir une expertise et gagner énormément d'argent très rapidement, prends une expertise rare. Les exemples que je donne pour ça, c'est le copywriting. Donnez-moi votre argent. C'est du coup le copywriting. Et ça va être des choses chiantes et difficiles, en fait. La fiscalité, la comptabilité, toutes ces choses, en fait, qui ont une énorme... j'ai envie de dire une énorme porte à l'entrée, mais c'est pas ça l'expression. Une énorme barrière à l'entrée, c'est mieux qu'une porte, sinon ça s'ouvre. Toutes ces compétences qui ont une énorme barrière à l'entrée, si on fait l'effort de se former dessus, on plie le game en fait. C'est beaucoup plus facile. On peut ne pas le faire. On peut aller sur des choses où il y a moins de portes à l'entrée, moins de barrières à l'entrée, type montage, type community management, ces choses-là. Maintenant, moi, j'ai toujours été d'avis que plus c'est dur au début, plus c'est facile après, en fait. Ok. Donc, une expertise rare et complexe, ou en tout cas, qui n'est vraiment pas pour tout le monde, quoi. Ouais. Ok. Alors, moi, la première étape pour moi, ce serait effectivement d'avoir une expertise, dans le sens, en tout cas, de une valeur à apporter. Première étape pour faire un business en partant de zéro, c'est de se dire quelle est la valeur que je peux apporter. Donc cette valeur, elle va être liée à nos compétences, à notre expérience, en fait à notre zone de génie, c'est-à-dire la zone de génie, c'est ce dans quoi on est vraiment excellent et où en plus quand on le fait, ça nous donne de l'énergie. Parce qu'il y a aussi des choses qu'on maîtrise, qu'on sait faire par exemple, qui sont issues de notre carrière salariée précédente, mais en fait, juste on n'en peut plus de faire ça et ça nous nourrit pas. Et je pense que si on part sur une expertise qui, certes, on la maîtrise, mais en fait, ça nous démotive complètement, le business va pas aller très très loin. Donc je pense qu'il faut à la fois avoir l'expertise technique métier, mais aussi le plaisir qu'on va trouver dedans. Et pour moi, la zone de génie, c'est le mélange en fait des deux. Quand je dis zone de génie, ça ne veut pas dire que on maîtrise déjà à 100% et que on est le number one mondial sur le sujet. Ça veut dire que on sait qu'on peut apporter de très bons résultats à nos clients là-dedans. Et ça veut pas dire en tout cas que on n'a plus besoin de se former, qu'on n'a plus besoin de progresser et qu'on peut pas apporter toujours plus. Je pense qu'on peut toujours apporter plus à nos clients. Donc en tout cas, il y a suffisamment de compétences pour apporter de la valeur. C'est quelque chose qui nous motive, c'est une chose dans laquelle on se sent utile, où on se sent créatif, où on se sent inspiré en fait quand on développe et quand on exploite cette expertise-là. Et ça, je pense que c'est vraiment la première brique quand on veut construire un business, développer un business, c'est de se baser là-dessus parce qu'en fait, c'est notre avantage compétitif numéro 1, en fait, notre zone de génie. Parce que les autres, peut-être qu'ils vont avoir un peu les mêmes sujets ou un positionnement qui, sur le principe, peut sembler similaire. Mais en réalité, ce qui vient de nous et de cette force-là qu'on a, personne pourra nous le copier. Et en plus, si on part de quelque chose dans lequel on a déjà cette force-là, en fait, on ne peut que la développer et on ne peut que devenir meilleur. En plus, si on a un enjeu de rapidement développer le chiffre d'affaires, c'est quand même un chemin plus court que de prendre quelque chose dans lequel on est vraiment excellent. Et c'est vrai que ça va aussi dépendre du rythme auquel on veut aller. Par exemple, il y a des entrepreneurs qui démarrent en ayant leur droit au chômage et qui se disent, en fait, j'ai 2 ans
pour pouvoir me payer avec mon activité. Alors, il y a ceux qui sont très stressés par l'argent et qui se disent « Ouh là là, il faut que d'ici 6 mois, je vive de mon activité ». Moi, j'étais de cette team-là parce que j'avais pas du tout envie de dépendre de Pôle emploi qui me payait n'importe comment, ça me gonflait. Donc, je me suis débrouillée pour rapidement vivre de mon activité. Mais il y a des personnes qui sont plus tranquilles sur leur rapport à l'argent, qui sont OK d'attendre davantage et qui se disent « vu que j'ai 2 ans, je vais pouvoir monter d'abord en compétence sur une expertise qui est peut-être nouvelle pour moi, me positionner sur quelque chose que je maîtrise pas encore bien, mais j'ai le temps en fait pour ça. » Donc, redémarrer de zéro, c'est de se poser la question de est-ce que je veux que ça aille vite et donc je vais sur quelque chose où j'ai déjà une expertise ou est-ce que je suis OK de me former quasiment presque à un nouveau métier. Mais quand on se reconvertit, parfois on se forme intégralement à un nouveau métier. Par contre, on sait que du coup, on va pas forcément en vivre tout de suite de ce métier puisqu'il faut déjà connaître notre métier. Voilà, donc je pense que ça c'est la première question à se poser. La première brique, c'est l'expertise. Ok. Toi, aujourd'hui, maintenant, si on part sur toi, aujourd'hui, tu repars de zéro, qu'est-ce que tu fais ? Du coup, en ayant quand même l'expérience que j'ai déjà un peu du business, en fait, si on prend mon deuxième business que j'ai monté, j'avais développé pendant 6 ans un business de formation en reconversion professionnelle. Donc, j'avais l'expertise de comment est-ce qu'on fait pour trouver sa voie, lancer un side project, etc. Et le deuxième business, je suis partie en fait sur ma nouvelle expertise qui est issue de mon expérience sur ma société précédente. Et donc, mon expertise, c'est d'avoir un business à 6 chiffres en travaillant 20-25 heures par semaine maximum. Donc mon expertise, c'est d'avoir la Dolce Vita et d'avoir de l'argent. Okay, donc je suis tout simplement partie là-dessus. Et donc quand j'ai recommencé mon nouveau business, je me suis dit, OK, dans quoi est-ce que j'ai de la valeur à apporter ? À qui je peux apporter cette valeur-là ? Et à qui, en fait, avec qui j'aurais plaisir à travailler, en fait, qui j'aurais plaisir à accompagner. Donc c'est pour ça que je suis partie sur, OK, je sais faire un business à 6 chiffres et plus de 6 chiffres en peu d'heures par semaine. J'ai envie de travailler avec des clients qui sont entrepreneurs, qui ont ce mindset-là, qui ont la même vision, la même philosophie de vie. Et du coup, ce que je vais créer va répondre à leurs problématiques parce qu'une expertise, elle a de la valeur que si elle répond à une problématique d'une clientèle. Parce que si c'est une expertise dont personne n'a besoin et que personne ne demande, ça va pas nous amener très très loin. Donc là, je suis vraiment partie pour ce nouveau business de qui a besoin de ça ? Ok, c'est les entrepreneurs qui aujourd'hui font encore trop peu de chiffre d'affaires, qui veulent faire de la croissance, mais qui veulent pas le faire en se sacrifiant. Donc, le cumul de tout ça m'a permis de redémarrer quelque chose de zéro, en fait. Ok, et voilà. Si on te reprenait à l'époque où tu sors de ton... Tu veux te reconvertir, tu termines ton taf, là, est-ce qu'il y a une expertise que toi, tu choisirais spécifiquement pour faire de l'argent, beaucoup d'argent rapidement ? En fait... aime l'argent. Parce qu'il y en a un ici qui aime beaucoup l'argent, mais moi aussi. Je m'y prendrais comme je m'y suis prise la première fois et c'est pour ça que ça a marché. C'est que je suis partie de ce que je savais faire. Alors, je savais pas tout faire. C'est-à-dire que coaching en reconversion, à l'époque, j'ai quand même dû créer ma méthode, mon approche, quand même me former un petit peu, etc. Si là, on était vraiment en 2025 et je dois faire un autre business que ça... c'est une bonne question. En fait, c'est un peu des idées business que tu me demandes. Si là, je vais faire... je pense que... Là, aujourd'hui, 2-0 en 2025, compte tenu du marché actuel, parce que la reconversion en 2018 et en 2025, c'est pas le même délire. Là, tac, c'est en fait, tu décides de toi quitter ton taf que tu avais de consultante en 2025. Qu'est-ce que tu fais ? Dis donc, c'est un sujet à part entière de trouver les idées business comme ça. Alors, ce qui me vient, toujours mon sujet de la reconversion. Simplement, je pense que je l'aborderai un petit peu différemment, un peu plus dans, on va dire, les codes d'aujourd'hui, notamment dans la communication, mais sur le fond, en termes d'expertise, j'aurai la même et je continuerai de la faire. Donc ça marcherait toujours. Le marché a changé, mais le besoin est le même. Donc en fait, j'aborderai ce besoin, mais avec les codes du marketing d'aujourd'hui, qui a un petit peu changé. Ensuite... je pense que je pourrais, j'avais déjà un peu fait ça à l'époque, vu que je travaillais en grande entreprise sur des missions de conseil en ressources humaines, en fait, je pourrais carrément continuer à faire ça, mais en freelance, c'est un peu ce que j'avais fait à l'époque, mais aussi parce que j'en avais un petit peu ras-le-bol de ces sujets, donc c'est pour ça que j'ai pas poussé. Mais si j'aimais ça, j'aurais tout à fait pu me mettre en freelance sur ces sujets-là, bosser avec des grandes boîtes en B2B, ça aurait fait une expertise à part entière. Voilà, après maintenant, tu me demandes ça, c'est en 2016 que j'ai posé ma dème, donc c'est pas évident. Là maintenant, aujourd'hui, si je devais faire un autre business que le mien, je pense que je partirais de... Enfin, là, les questions que je me pose quand tu me demandes ça, c'est... Qu'est-ce que j'aime faire et sur lequel je peux éventuellement monter en compétence très rapidement. Et un exemple que je peux vous partager, quand je me suis dit que j'allais arrêter Postadem, je me suis dit je vais recréer un business, mais qu'est-ce que je vais faire ? C'était pas encore très clair à ce moment-là. D'ailleurs, c'est devenu clair parce que je suis passée
à l'action, que je suis allée sur le terrain et que j'ai mentoré les entrepreneurs. À la base, quand j'ai fait mes premières immersions business, il n'y avait pas de projet de création d'entreprise autour de ça. Hein. Donc, c'était vraiment juste un projet plaisir qui a débouché sur un business. Mais au moment où je me disais vraiment consciemment, qu'est-ce que je pourrais créer ? Moi, j'adore tu le sais, les hôtels de luxe, les beaux endroits. J'aime le voyage et les lieux 5 étoiles. Et donc, je m'étais dit, tiens, après tout, est-ce que je pourrais pas faire un business là-dedans. Et il y avait pas mal d'idées, mais une des pistes, c'était d'aller plutôt sur un business d'influence, en fait, création de contenu et influence autour du voyage de luxe et des hôtels de luxe, en me disant, qu'est-ce que j'ai comme compétences aujourd'hui ? J'ai des compétences en marketing, je sais, j'ai un bon contact humain, donc je sais que je peux aller démarcher, prospecter, etc. C'est plus quelque chose qui me fait peur. Je sais aussi que j'ai quand même l'œil pour aller détecter les beaux endroits, etc. Par contre, je savais aussi que j'avais besoin de monter en compétence sur certaines choses, notamment sur la création de contenu visuel, vidéo, etc. En termes de matériel, de tournage, il y avait des choses là-dessus. Et aussi en termes alors c'est pas forcément de compétences, mais c'est vraiment une ressource, c'est les bons contacts, le bon réseau, parce que ça joue énormément dans les résultats qu'on a. Et donc je m'étais dit, tiens, si je devais recommencer vraiment de zéro dans un autre secteur, je pourrais aller sur quelque chose comme ça, en me basant sur déjà ma motivation et ma passion pour ça, mais aussi sur mes compétences, plus de nouvelles compétences que j'aurais développées à ce moment-là. Ok. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question ? Ça répond complètement à ma question. Ok. Maintenant, à toi. Et on est encore loin d'avoir tout vu. Ok. À moi ? Ouais, vas-y. Qu'est-ce que tu ferais, toi ? Alors, dans le cas où... parce qu'elle est pas évidente, cette question. Si on remonte dans le temps, t'as pas fait tout ce que t'as fait là ces dernières années niveau business. Tu quittes mon taf au cinéma. Tu quittes ton boulot au cinéma. Qu'est-ce que tu fais, mais en 2025 ? En 2025. Franchement, et je vais faire mon gars qui veut refourguer sa cam, je referai exactement la même chose. Alors je dégagerai... c'est trop facile, moi j'aurais pu dire ça aussi. Attends, je savais pas que ça marchait, ça comme oui, mais ça fonctionne. Moi je referais la même... En fait, je vois pas... Je peux apporter... Non... j'avais pas de compétences, j'avais pas grand chose à apporter, je sortais de taf quelconque qui apportait pas de valeur. Moi, je reviendrais vraiment sur la même chose, désolé, mais je me formerais au marketing et au copywriting et je deviendrais prestataire de services en marketing et en copywriting, quoi. C'est pour... Et oui, est-ce que je ferais autre chose que ça ? Non. Pour moi, ça reste... Après... Parce que je me connais, parce que je sais que c'est le métier qui est fait pour moi, tu vois. Donc, je me concentrerai là-dessus. Et après, bien sûr, mon approche de la prospection, de tout ça, on va en parler, changerait. Mais en tout cas, moi, je reviendrai sur la même chose de me former massivement au copywriting et au marketing. Et en fait, peu importe, même limite, même si je faisais pas ça en tant que prestataire de service, je sais que ce sont les deux compétences, et au moins le copywriting et la vente, mais tout ça c'est lié au marketing quelque part, je sais que ça me mettrait à l'abri toute ma vie, en fait. Ce serait vraiment, s'il y a une compétence à avoir, c'est le copywriting. Le copywriting, c'est pas juste écrire des emails et des choses comme ça, tu vois. Le copywriting, c'est vendre à quelqu'un, c'est canaliser les désirs d'une personne pour qu'elle achète quelque chose, ou en tout cas, tout ça c'est lié aussi à la persuasion, je vais pas rentrer dans les détails, mais vendre, persuader, c'est du copywriting. Copywriting, c'est vendre et persuader, je me foutrais là-dessus à fond, et en fait je sais que peu importe ce que je voudrais faire, que ce soit du coaching sportif, que ce soit une boîte qui vend aux TPE, PME, des outils du bâtiment, je sais que cette compétence me permettrait de réussir dans quoi que je fasse, en fait. Après, je pourrais rajouter une compétence en plus et me dire, ok, je vais aider les gens, je sais pas, comme toi, je vais faire du recrutement, des choses comme ça. Mais je sais que sans ma compétence vente et marketing, tout ça serait impossible, en fait. En fait, il faut vraiment comprendre un truc, c'est que il y a la compétence métier et il y a la compétence en vente, marketing et vente. Et en fait, quand on est entrepreneur, on a besoin des deux. On a besoin d'avoir la compétence de notre métier. Si par exemple, vous êtes décoratrice d'intérieur, si vous êtes consultant RH, si vous êtes par exemple coach en reconversion, on a besoin d'avoir la compétence en décoration d'intérieur, RH et reconversion. Mais on a aussi besoin d'avoir la compétence en marketing et en vente parce que c'est celle-ci qui va nous permettre d'avoir des clients pour exercer notre métier en fait. Et donc cette compétence marketing et vente, en fait, elle est indispensable quel que soit le secteur d'activité. Il y a beaucoup d'entrepreneurs et on va dire même d'indépendants qui comprennent pas ça, qui vont se former à un métier. Alors, dans l'école qu'ils vont faire, par exemple, l'école de naturopathie ou de je sais pas trop quoi d'autre, ou de coaching, il y a peut-être le module comment développer son activité. Bon,
ce n'est pas approprié. Bon, c'est pas pour taper sur ces écoles-là, mais très souvent, on vous apprend à faire un site internet, on vous apprend à ouvrir un compte Instagram, mais c'est pas de la compétence marketing qui est poussée et c'est pas ça qui va vraiment permettre d'avoir une activité qui fonctionne. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec beaucoup d'indépendants, d'entrepreneurs qui maîtrisent leur métier, qui ont leur expertise, mais qui ne font pas d'argent avec ça parce qu'ils ont sous-estimé la compétence en marketing et en vente. Et c'est vraiment une compétence à part entière. Et donc oui, quand on vient pas de ce milieu-là, oui, on a besoin de se former là-dedans. Et d'ailleurs, même si vous étiez responsable marketing ou je sais pas trop quoi dans une grande boîte, attention, parce que les codes marketing pour développer un business et un business en ligne ne sont pas les mêmes que le marketing que vous pouvez faire dans, je pense à une cliente qui bossait en assurance, qui faisait du marketing là-bas. Ça n'a rien à voir, le marketing qu'elle faisait là-bas et le marketing qu'elle doit faire maintenant pour développer son business. Donc il y a vraiment ces deux types de compétences différentes. Toi, dans ce que tu partageais ici, la petite nuance, c'est pour ça que je voulais que ce soit clair pour tout le monde, c'est que toi, c'est ta compétence, ton expertise métier est la même que la compétence vente parce que tu vends du marketing et de la vente. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et donc, dans ton cas, en fait, c'est la compétence qui, du coup, a le plus d'effet de levier pour toi parce que à la fois, t'aides tes clients grâce à ta compétence en marketing, tu les accompagnes là-dessus et en plus, toi, ça te permet d'avoir des clients, quoi. C'est ça. Mais pour moi, en fait, tu plies le game dès que t'as ça parce que peu importe, si t'apprends cette compétence, tu sais toujours que de toute façon tu as une compétence qui est valorisée et pour laquelle les gens te payent. C'est-à-dire que même si derrière tu développes une compétence de moi je suis naturopathe, tu vois, peut-être. Si le naturopathisme, si la naturopathie ça ne marche pas, tu sais que tu pourras toujours vendre des emails à des gens, quoi. Ça c'est clair. Je pense que vraiment il y a un truc qu'on sous-estime. En fait, on pense qu'en devenant entrepreneur, on perd la sécurité du CDI. Moi, je le vois pas comme ça. Pour moi, quand on devient entrepreneur et que on apprend à maîtriser le marketing et la vente, on a la plus grande sécurité possible parce qu'en fait, on peut faire n'importe quel business. À partir du moment où on sait vendre, on sait avoir des clients, donc on sait faire rentrer de l'argent. Et d'ailleurs, quand tu es salarié, t'as un seul client qui est ton employeur. Donc si cet employeur, ça s'arrête, ça se passe mal, n'importe quoi, c'est terminé en fait. Et retrouver un emploi, du coup c'est une vraie compétence d'ailleurs pour le coup, de savoir décrocher des entretiens, un poste, etc. Mais ça dépend que d'un client. Alors que quand t'es entrepreneur et que tu maîtrises le marketing et la vente, tu sais que quoi qu'il se passe, même si ton marché il évolue, même si ton offre elle devient obsolète, même si un concurrent vient t'écraser, tu pourras toujours refaire autre chose. Et moi je sais que je le savais, ça je l'avais en tête, mais je l'ai vraiment vécu pour la première fois et je l'ai ressenti quand j'ai développé mon deuxième business parce que du coup le premier, donc il fonctionnait très bien et tout ça, donc ok je me payais très bien avec, mais il y avait quand même ce petit doute de me dire mais attends, si je recommençais, est-ce que ça marcherait? Est-ce que j'ai eu de la chance la première fois? Est-ce que j'avais juste trouvé le bon concept? Je suis arrivée au bon moment. Enfin, tu vois, je me demandais, est-ce que vraiment, en recommençant de zéro, je serais en mesure que ça fonctionne et de me repayer aussi bien ou plus et tout ça? Et c'est à partir du moment où j'ai été capable de vendre autre chose que je me suis dit, ah ok, en fait, c'est vraiment cette compétence maintenant, elle est en moi et je peux pas la perdre. Je ne peux que m'améliorer en fait là-dedans. Et d'ailleurs, c'est le jour où j'ai fait une story. J'ai fait une story sur mon compte personnel que j'avais pas. En fait, j'avais que le compte de ma précédente entreprise. Je venais juste de créer mon compte Instagram Charlotte Apieto, le mien actuel. Donc j'avais même pas 500 abonnés. Enfin, je venais vraiment de le lancer. Et c'est là que je me suis dit, tiens, j'ai envie de mentorer les entrepreneurs. Et j'ai fait une story. Je me baladais en bord de mer et je me suis dit, tiens, après tout. Ça pourrait être chouette pour un entrepreneur de venir passer une journée avec moi, une journée où on va revoir tout son business et moi je peux transmettre mon expertise, l'accompagner, vraiment j'adorerais faire ça. Et donc j'ai fait une story où j'ai filmé les goélands, le bord de mer et tout ça et j'ai dit qui a envie de faire une journée avec moi. Mais c'était une vraie offre en fait, c'est juste que ça a été présenté de façon très simple. Et en fait j'ai eu plein de candidatures. Et je me suis dit, mais c'est fou parce que c'est juste une story. Et j'ai plein de candidatures. Et en fait, en ayant plein de candidatures, ça a été très facile de faire des ventes. Donc j'ai eu ma première cliente sur cette nouvelle offre-là. Et je me suis dit, là, ça a été le déclic. Je me suis dit, mais en fait, oui, t'es plus sur la reconversion. T'es sur un compte Instagram qui a même pas 500 abonnés, qui a 2 mois d'existence. Alors 500 aussi, il y en a qui vont se dire, mais attends, c'est pas mal 500 en 2 mois. Mais attention, j'avais des gens qui m'avaient un petit peu suivi de ma société précédente. C'est pas énorme, mais c'est quand même toujours ça de prix. Et en fait, je me suis dit, mais je peux vendre autre chose. Et là, ça m'a vraiment rappelé et prouvé à quel point notre plus grande sécurité, c'est de maîtriser le marketing et la vente. Parce que c'est juste une story sur le papier, sauf que cette story, elle était bien pensée naturellement parce que ça faisait des années que je faisais du marketing, des années que je faisais du copywriting, que je faisais de l'email quotidien. Donc en fait, les ressorts de la vente, je les connais. Alors je dis pas que c'est toujours tout parfait et que tous mes contenus marketing sont excellents. Il y a des fois, il y a des loupés, et bien sûr. Mais en tout cas,
il y a suffisamment les fondamentaux pour que juste une story avec des goélands et un bord de mer, ça fonctionne. Donc tout ça pour dire que sécurité vient via la compétence marketing et vente, et que recommencer de zéro, ça nous amène à la deuxième étape en réalité sur laquelle je voulais aller, de comment on s'y prendrait pour recommencer de zéro. Mais vas-y, tu peux compléter là-dessus parce que je suis partie sur une longue tirade. Bah non, moi c'est ça, on apprend la vente, on apprend le marketing, on apprend le copywriting et après c'est parti quoi. Donc peu importe la compétence qu'on a en parallèle, donc soit je me mettrais effectivement sur une autre compétence, mais moi je préfère être focus là-dessus puisque c'est ça mon truc. Maintenant, OK. On revient du coup maintenant à peu près aux compétences qu'on a aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on repart de zéro. Oui. Et on se relance. Oui. Qu'est-ce qu'on fait ? Du coup, donc expertise, ça on en a parlé, je pense qu'on a bien fait le tour. Pour moi, la deuxième étape, c'est celle que je viens d'aborder ici, c'est je vais tester mon offre. La première chose quand on veut commencer ou recommencer un business de zéro, c'est qu'on a besoin d'avoir une offre. Sinon, ce n'est pas un business en fait. Oui. Si on fait du contenu mais qu'il n'y a rien à vendre, c'est un loisir, mais ce n'est pas un business. Donc un business qui commence de zéro, c'est je vais tester une offre. Et tester une offre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais pas y passer des semaines et des mois à imaginer l'offre parfaite et tout ça, parce que j'ai des clients qui font ça, qui ont pensé plein d'offres, notamment dans le coaching. Alors, il y a l'offre 1 avec un nom un peu stylé et dedans, il y a tant de séances, il y a tant de modules et machin, puis l'offre 2. Et en fait, c'est une espèce d'usine à gaz, alors que on a juste besoin d'une offre qu'on va aller tester sur le terrain. On a besoin d'aller se confronter au terrain, en fait, à ce stade-là. Et se confronter au terrain, c'est quoi ? C'est, je vais déjà trouver 1, 2, 3, 4, 5 personnes qui sont dans ma cible, à qui je peux apporter de la valeur et à qui je vais proposer cette offre-là. Et c'est pas je vais te proposer une page de vente super travaillée ou je vais te faire un support PowerPoint pour te montrer. Non, juste on prend notre téléphone, on prend un café, juste on discute, on prend nos petits MP sur Instagram et juste on va discuter. La vente, c'est conversation d'humain à humain. Et on va aller discuter pour comprendre les besoins, les désirs, etc. de la personne en face et pouvoir lui amener, du coup, proposer, on va peut-être creuser ça, mais pouvoir proposer notre offre en réponse à ça, avoir un appel et juste vendre une première fois cette offre-là. C'est ce que j'ai fait pour la première immersion que j'ai faite avec ma story et mes goélands. C'était, sans en avoir totalement conscience d'ailleurs, mais c'était vraiment un test de l'offre. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça ? C'est que déjà, le fait d'aller rapidement sur le terrain et de parler à des humains dans notre cible, ça nous évite de rester dans notre tête et de s'imaginer un truc qui n'existera pas dans la vraie vie. Ça nous permet d'aller beaucoup plus vite aussi, et ça nous permet de ne pas nous faire des idées, parce qu'après on peut rapidement s'attacher à une offre qu'en fait on n'a pas encore vendue, mais on s'attache à l'idée de cette offre, à quel point elle était stylée parce qu'on y a passé des semaines, et du coup on n'accepte plus que ça se vende pas. Et donc moi je vois des entrepreneurs comme ça, ils ont passé un temps fou à peaufiner une offre qu'ils n'ont pas encore vendue, et du coup quand il y a les premiers retours du terrain, des premiers prospects et tout ça, qui n'achètent pas, qui s'appelaient pas, etc., ils sont très atteints par ça et ils ont beaucoup de mal à pivoter, ils ont beaucoup de mal à s'adapter à leur marché et du coup ils ne vendent pas parce qu'ils sont attachés à l'idée de l'offre qu'ils avaient. Donc vraiment pour moi c'est concevoir une offre, la tester le plus rapidement possible auprès des premiers prospects. Et comment est-ce qu'on trouve ces premiers prospects ? En général, on fait en sorte de pas aller chercher midi à 14h. On va se dire, OK, qui sont les personnes les plus accessibles dans mon réseau ? Mes anciens collègues, mes collègues actuels, mon réseau d'amis, entrepreneurs, donc réseau de premier niveau et aussi réseau de deuxième niveau. Tu connais quelqu'un qui ? Moi, mes tout premiers clients que j'ai eus sur ma première société, donc premier business, on débarque, c'était des personnes de mon réseau de deuxième niveau, donc vraiment amis d'amis, amis de mon réseau de mon réseau. Et en fait, j'en ai parlé. J'ai osé en parler parce que souvent, nouveau business, on n'ose pas trop en parler tant que c'est pas parfait. Non, on s'en fiche. Juste, on en parle autour de nous. Et si on en parle avec assurance, avec conviction, les gens vont dire « Ah oui, moi je connais quelqu'un qui serait concerné, que ça peut intéresser, etc. » Et c'est là qu'on commence à amorcer cet effet boule de neige où on commence à ramener de plus en plus de monde, on discute, etc. Et là, au moins, on est vraiment sur le terrain. Donc, allez chercher vos premiers prospects, vos premiers clients dans des cercles qui sont accessibles. Et si jamais c'est pas accessible, dans ces cas-là, on prend notre courage à deux mains et on va démarcher, on va prospecter, que ce soit sur les réseaux, que ce soit du LinkedIn, du Instagram. On va à des événements, on va à des conférences. Moi, je faisais beaucoup d'événements au début pour aller rencontrer des gens. Et on va sur le terrain. C'est juste. Exactement. Merci Pierre-Baptiste Poncelin. Fin de l'épisode. Pour ta validation. Pas du tout fin de l'épisode. Oui, je te rejoins. Moi, je ferais les choses un peu différemment. Dis-nous tout. Et je referais exactement comme j'ai fait quand je me suis lancé en 2018. C'est pas que je suis le meilleur mec du monde, mais apparemment, c'était des bonnes décisions. Humilité, tout ça.
Non, plus sérieusement, moi, la première chose que j'ai à faire, et ça c'est une erreur en fait de beaucoup de gens, c'est qu'ils vont commencer à créer une solution et ils vont pas valider le problème avant. C'est-à-dire qu'ils vont créer leur offre en se disant ouais, les gens ils veulent ça, alors que les gens ils veulent pas ça du tout. Alors toi c'est bien parce que derrière tu viens valider auprès des gens qui en veulent pas. Conversation, oui. Maintenant, moi le premier truc que je vais regarder, c'est que je vais chercher un problème en fait. Je vais chercher des gens qui ont un problème que je peux résoudre. Et Alors ça c'était dans le truc de... bah justement, j'ai une anecdote. C'est Seth Godin qui te parle de ça aussi, qui dit que c'est un peu l'analogie de la serrure et la clé. La serrure, pardon, et la clé. Souvent les gens, c'est des clés, donc c'est une solution à la recherche de serrures. On va chercher des serrures, on va chercher des problèmes, et enfin on va même pas chercher des problèmes, on va essayer de prendre notre solution et de la foutre partout où on peut la foutre en fait. Versus en fait, pour moi, c'est tu vas chercher une serrure et ensuite tu façonnes ta clé. Donc tu vas chercher un problème et ensuite tu crées ta solution. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on fait des bons produits aussi en fait. C'est un peu tu commences par le marketing et ensuite tu crées l'offre quelque part. Donc j'ai à chercher des gens qui ont un problème et j'ai à me dire ok, il y a des gens qui ont un problème et il faut que je leur propose une solution qui est soit plus rapide, soit plus efficace, soit moins cher. Soit moins cher, c'est pas le plus idéal, mais ça rentre dans les facteurs. Mais plus rapide, plus efficace et moins, c'est pas sollicitante le mot, mais en gros, plus rapide, plus efficace, moins énergivore, on va dire, pour résoudre leurs problèmes. Et à partir de là, je sais que j'ai une offre qui va bien se vendre. Alors, je l'aurai pas encore, puisqu'après, il faut créer cette offre, il faut créer cette solution. Mais quand on part de ça, quand on part du problème et qu'on se demande, ok, comment je peux l'aider à le résoudre de façon plus efficace, plus rapide ou moins coûteuse, bah là, on commence à, par nature, avoir de quoi se différencier et de quoi faire de la thune. Ouais. Donc, je commencerai par ça. Je te rejoins complètement. Et c'est une bonne approche de l'amener comme ça. Effectivement, moi, je mettais ce truc de comprendre les problèmes dans l'expertise qui est valeur, où tu réponds à quelque chose qui est nécessaire. Mais c'est vrai que si tu ne connais pas bien les problèmes de ta cible, tu commences par ça. Et donc, ça revient toujours à aller parler aux gens, en réalité. Et c'est vrai que sur le nouveau business, pourquoi est-ce que aussi je connaissais bien les problématiques? C'est parce que j'étais déjà entourée de ce type de personnes, etc. Elle avait déjà un petit peu qui suivait. Mais c'est vrai que entre l'idée initiale que j'avais des problématiques et avec l'expérience que je vois, il y a un écart. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, où ça fait 1 an et demi, 2 ans que j'accompagne cette cible-là, je suis beaucoup plus au fait des problématiques qu'à l'époque. Et d'ailleurs, ce podcast qu'on est en train de faire, je pense qu'il aurait été beaucoup moins précis, spécifique, pertinent au tout début qu'aujourd'hui, parce qu'en fait, t'as l'expérience terrain qui vient. Donc, je te rejoins d'aller chercher quelles sont les problématiques, les désirs, les frustrations, etc. Tout le travail, d'ailleurs, de base qu'on fait dans marketing, copywriting, et voilà. Exactement. Donc, on a notre problème, on a notre cible, on a une idée d'offre. Maintenant, on se bouge le cul. J'aurais pas dit ça comme ça, mais... Avant de se bouger le cul, toi, si tu redémarrais de zéro, t'irais sur quoi comme type d'offre si tu voulais maximiser tes gains? Moi, j'irais tout de suite sur une offre d'accompagnement en direct avec mes clients, pour commencer. Moi, je suis vraiment favorable quand on commence un business, qu'on connaît pas encore très bien notre cible, que notre méthodologie, on la connaît pas, elle est pas encore complètement ficelée, c'est d'accompagner en direct nos clients. Parce que si je connais pas bien mes clients, que je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête, je vais créer par exemple une formation en ligne, mais qui est basée sur mon expertise, mais qui est déconnectée des problématiques. Et en fait, quand on connaît nos clients, on se rend compte que là où ils ont des difficultés, là où ils ont des doutes, etc., c'est pas forcément ce à quoi on s'attendait. Parce que notamment, comme nous, on a l'expertise, il y a des choses qui nous semblent évidentes, alors qu'en fait, pour nos clients, c'est pas évident du tout. Et à l'inverse, il y a des choses où on se dit « Ah, ben ça, faut peut-être le creuser parce que syndrome de l'expert », et en fait, les clients, soit ils s'en fichent, soit c'est pas un souci pour eux. Donc moi, je commencerais... Si je devais vraiment recommencer de zéro, je commencerais par une offre d'accompagnement en direct avec mes clients, coaching, peu importe le format. Hein. Alors là, que ce soit des séances, du présentiel, on s'en fiche, juste être en direct avec mes clients. Je commencerai par ça et je commencerai du coup aussi par un positionnement prix qui à la fois est assez élevé parce que du coup, si je veux quand même faire du chiffre d'affaires avec mon business tout de suite, si j'ai peu de clients, peu d'audience parce que c'est le début, je vais pas vendre à 300 € parce que sinon c'est pas comme ça que je vais aller très très loin. Donc je commencerai quand même sur un positionnement prix assez élevé, mais sans aller non plus sur du trop high ticket ou du trop élevé qui me fait peur. En fait, c'est quoi élevé du coup? Ça dépend en fait du nombre de clients que tu peux avoir, mais si tu commences ton business et que tu veux te faire un chiffre d'affaires pour commencer de 5 000 € et que tu te dis ok, je peux peut-être
avoir 5 nouveaux clients par mois, admettons, je peux commencer dans les 1 000 euros. Voilà, 1 000 euros, je sais que pour beaucoup de clients, c'est un challenge. En fait, c'est pour ça que je dis ça. Moi, aujourd'hui, vendre à 1 000 euros, c'est pas un sujet, c'est pas un souci. Mais je sais quand on commence, il y a un truc de oulala, sortir plus de 1 000 euros, c'est pas évident. Après, ça dépend. J'ai des clients qui sont hyper à l'aise de faire leur première offre à 2 000, 3 000 euros, il y a pas de problème. Il y en a d'autres, aller au-delà de 500 euros, c'est un énorme challenge. Donc, c'est pour ça qu'en fait, pour moi, il n'y a pas le prix, le vrai prix, le juste prix pour commencer, mais c'est le prix qui à la fois te permet de t'y retrouver en termes de chiffre d'affaires, qui te challenge quand même parce que c'est un challenge de vente pour la première fois, mais qui non plus te fait pas trop peur. Parce que si tu dis ok, il faut que je vende à 1500 ou 1800 euros et qu'en fait toi t'as peut-être jamais investi ce montant-là pour toi et que t'es pas à l'aise avec ce prix-là, ça va se ressentir. Si en plus c'est tes premiers appels de closing, c'est le tout début de ton business et tout ça, si toi-même t'es en panique par rapport à ton prix, ça va se ressentir, c'est pas bien. Donc je préfère que la personne commence avec quelque chose de plus bas. Alors il y en a qui vont dire oui, il faut pas se brader, il faut avoir conscience de sa valeur. Ok, mais en fait là, tu commences. Il faut avoir conscience de sa valeur. Il faut avoir conscience. Oui, il faut avoir conscience de sa valeur, mais la valeur, si on démarre, peut-être qu'elle est aussi un petit peu plus basse que quand on sera plus expérimenté. C'est ça, on n'en a pas conscience, on n'a pas encore de retour terrain, on sait pas encore ce qu'on amène, donc il faut que ce soit juste par rapport au chiffre d'affaires, mais il faut que ça reste quand même ok niveau mindset pour l'entrepreneur qui vend ça, et que ce soit aussi corrélé à la valeur. Et de toute façon, les premiers clients qu'on a, il faut vraiment être dans une vraie relation de confiance avec eux, qui nous disent voilà ce qu'ils en pensent, ce qui est utile, ce qui est pas utile, qui fassent un feedback aussi sur l'offre, sur le prix. Et c'est aussi comme ça qu'on va pouvoir faire évoluer. Et en fonction des résultats clients, là on va pouvoir se dire ok, en fait je me suis complètement bradée et je peux tout à fait augmenter mes tarifs. Ou alors on va se dire soit en fait j'apporte des résultats mais qui valent moins que ça, soit en fait, l'enjeu, c'est plutôt d'apporter plus de résultats pour maintenir le même niveau de prix. Ça. Voilà. Donc, moi, en tout cas, je commencerai par, pour répondre à ta question, de l'accompagnement en direct avec mes clients. C'est pour ça aussi que mes journées immersion, c'était génial parce que quand tu passes une journée entière avec ton client, tu sais tout ce qui se passe dans sa tête, tu comprends tous ses problèmes, tu vois sur quoi on passe du temps. Moi, je sais que j'ai eu des surprises sur mes premières journées immersion. Il y a des choses où je pensais pas que on travaillerait là-dessus. Je pensais pas qu'il y avait un besoin là-dessus. Et à l'inverse, il y a des choses que j'avais prévues. Et ça a pas été nécessaire ou ça s'est pas passé comme ça en fait. Donc en direct et voilà. Et toi, ce serait quoi? La même chose. Et en fait, la même chose, je la ferais, mais jusqu'à 1 million 10 millions de chiffre d'affaires, en fait. C'est-à-dire que 100 millions même. 100 oh là là, millions, même 1000 milliards 1000 milliards chiffre d'affaires. Non, mais plus sérieusement, en fait, c'est faire du one-one et de l'accompagnement personnalisé est quelque chose qui, pour moi, on doit le faire au début et on doit le faire à la fin, en fait, pour toujours rester justement alerte de quels sont les problèmes de nos clients, d'avoir toujours plus d'idées, d'être toujours plus connecté à sa cible, pour apporter des meilleures solutions et pour avoir un meilleur copywriting, un meilleur marketing, puisque c'est comme ça qu'on a de la data, en fait, tout simplement. Et ça, c'est bien plus fort que faire tous les sondages que tu veux quand tu sondes, par exemple, ton audience. C'est bien de sonder l'audience. Maintenant, faire du one-one avec les gens, il n'y a rien de meilleur que ça. Donc, je me concentrerai là-dessus. Pour la gamme tarifaire, moi, quand je me suis lancé, j'ai attaqué direct, très très énervé à l'époque. Et j'en ai fait les frais. Moi, j'ai fait partie des premiers clients, donc non, je en plus, suis toi, t'étais pas cher. Non, toi, t'étais pas cher. Moi, je trouvais ça cher à l'époque, mais parce que j'avais pas encore j'avais pas encore le bon mindset aussi, hein. Et ça a apporté largement les résultats. J'ai été très gagnante dans cette histoire. C'est clair. Moi, vraiment, j'ai commencé gratuit, ce qui était une erreur, parce que moi, maintenant, ce que je ferais, autant effectivement, j'irai pas attaquer du méga ticket direct. En fait, j'irai attaquer d'une manière qui, pour moi, est certes confortable, peut-être un petit peu inconfortable en fonction de ce que me dit mon prospect, en fait. Parce que ce que j'irai chercher, moi, c'est la somme qui est suffisamment inconfortable pour mon prospect pour qu'il soit engagé. Oui. Donc, si la personne, elle paye 10 balles ou allez, 60 balles pour un coaching et que c'est un pote, le pote, il va en avoir rien à foutre peut-être de ton coaching. Il va te dire, bon, je sais pas quand est-ce qu'on s'appelle, hein, c'était pour te faire plaisir. Allez, bisous. T'auras gagné 60 balles et c'est tout. Et t'auras rien gagné pour le business. Donc, moi, je vais aller chercher la somme qui, vraiment, est l'engagement minimum viable, on va dire, pour mon prospect, que ce soit 500 ou 1000 euros. Déjà 500 ou 1000 euros, je veux dire, c'est canon, tu vois. Tout à fait. Pour un accompagnement quand même qui est cohérent, où on va pas faire 1000 euros pour un an d'accompagnement parce que ça c'est complètement con et que c'est beaucoup trop long, quoi. C'est ok. Quel est le temps minimum en fait qu'on puisse avoir aussi? Ça, c'est une autre erreur des gens, c'est qu'ils se disent bon, je vais faire un accompagnement à 3000 euros et pour que ça vaille 3000 euros, du coup, je vais le faire sur 3 mois. Non, en fait, si tu peux résoudre le problème de ta cible
en un minimum de temps, résous-le en un minimum de temps pour le même tarif en fait. Et en fait, le tarif, il est pas indexé sur le temps que tu passes avec, il est indexé sur le problème que tu résous et la valeur que tu apportes. Toi, tes immersions, elles ont commencé dans les 2-3 000 euros, si je dis pas de conneries. C'était 2 000 euros la première, maintenant on est bien au-delà de ça. Et c'était une journée. Et en une journée, le problème, vas-y, c'est bon, c'est résolu. Donc, pas besoin de faire 6 mois d'accompagnement. Donc, ça peut être 1 000 euros alors pour certains, 1 000 euros pour une heure, c'est impensable. Pour la plupart des gens, 1 000 euros pour une heure, c'est impensable. Maintenant, pour un mec de Monaco qui fait 10 millions par mois, 1 000 euros... Ou 1000 millions. Ouais, 1 000 euros à Monaco, si on gagne 10 millions par mois, on te prend pas au sérieux, en fait. On se dit, c'est quoi ce consultant de merde, je vais pas travailler avec. Donc ça, c'est une première chose. Donc, j'attaquerai sur des tarifs minimum engagement pour le client et minimum engagement pour moi aussi, hein, parce que si je me dis que je vais gagner 100 balles, ça m'engage pas et ça me fait chier. Ça, et par contre, une fois que l'expertise est validée, une fois que la compétence, on sait que ça apporte des résultats, que ça a apporté suffisamment de résultats sur peut-être 3, 4, 5 personnes, là, t'exploses tes tarifs. Enfin, je dis t'exploses tes tarifs, je pousse le trait, mais c'est pas tu fais x2. C'est si tu peux faire x10 et que la valeur est toujours là, tu fais x10 en fait. Et tu fais une grosse montée de prix directe. Alors, ça peut faire peur, ça fait peur. Moi, je sais que ça fait partie des choses où, en tant que freelance, je l'ai fait. En tant que là, je sais que sur mon mastermind, moi, j'étais plutôt progressif parce que ça me permettait de pouvoir faire des petites urgences régulièrement dont on augmente le tarif. Mais en fait, pour moi, tu montes très très vite ton tarif pour très très vite être très très rentable et que ce soit très très cool pour toi quand même. Donc, j'attaquerai comme ça. Sur le tarif, ça m'a fait penser... Oh là là, j'ai un contre-exemple. Mais j'ai repensé, en fait, moi, mes premiers coachings que j'ai vendus. J'ai vendu mon premier coaching à 120 euros pour 4 séances de 2 heures d'accompagnement. Donc, ça faisait 8 heures d'accompagnement avec en plus disponibilité entre-temps, etc. J'ai vendu ça 120 euros. Donc, on n'est pas sur l'opération la plus rentable du siècle. Pour autant, je me rends compte que mes premiers clients que j'ai eus, bon, j'en ai eu 2-3 là-dessus, mais c'était des clients engagés. Et je me rends compte qu'ils étaient engagés parce que j'avais mis le cadre aussi. C'est-à-dire qu'au-delà du prix, il y a aussi quel niveau d'engagement et de sérieux tu valides avec tes clients. Et en fait, vous pouvez avoir un client qui paye effectivement peut-être pas très cher, mais qui est vraiment qualifié, en fait. Et c'est vrai que je me souviens, en t'écoutant, avoir refusé, ne pas avoir accompagné des gens où je me disais, bon, là, la personne, elle est pas engagée, c'est à l'arrache. Moi, en fait, ça me permet pas de valider, en fait, mon marché, ni rien du tout. Mais du coup, les quelques premiers clients que j'avais étaient vraiment consciencieux et engagés pour le coup. Et donc ça a aidé. Donc je pense qu'au-delà du prix, enfin, en plus du prix, c'est de s'assurer que les gens avec qui on bosse, c'est pas, ton premier client, c'est pas un ami qui est là, ah ouais, j'ai ce problème, je veux bien qu'on se passe un coup de fil. C'est bien, mais en fait, c'est pas avec ça qu'on va vraiment connaître la valeur de ce qu'on a à proposer et qui vraiment paierait pour ça. Et c'est pas un retour marché suffisant. C'est comme, le fait de se dire, ah ben, les proches soutiennent, ils mettent un like, ils sont intéressés, ils trouvent le projet cool. Mais en fait, trouver le projet cool, que votre entourage trouve le projet cool, alors c'est génial, ça fait du soutien, donc c'est super important pour la motivation et pour nous, quoi, en tant qu'entrepreneurs, mais c'est pas du tout ça qui permet de valider le business à aucun moment. Et ça, il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs qui ne font pas la distinction entre ça plaît, c'est cool, l'idée est cool, c'est une idée sexy, et ça vend. Et c'est deux choses, mais complètement différentes. Et c'est pour ça d'ailleurs aussi que vous avez alors des entrepreneurs qui ont une idée cool, mais ça ne monétise pas. Comme aussi, il y a des entrepreneurs qui ont une grosse communauté parce que sur le contenu gratuit, ça fonctionne super bien, ça ramène du monde, etc. C'est engageant. Mais par contre, on ne monétise pas derrière. Et ici, on est vraiment dans le cadre d'un business. Et donc, on cherche à faire de l'argent, en fait, avec ça. Exactement. Oui, monsieur. Voilà. Donc, du coup, en résumé, nous avons notre expertise, le fait que ça réponde à un besoin, que ça apporte la valeur, ok. On teste une offre, on va chercher les premiers prospects. Ouais. Ensuite. Bah déjà les premiers prospects. Alors là on a parlé un petit peu de tarifs. On pourrait s'étendre encore vachement longtemps sur la question des tarifs et sur bien choisir des tarifs. Pendant 4 heures, donc oui. J'en profite pour faire un petit appel à l'action en mode ASMR. Alors du coup, pour cet ASMR, ce que je vous propose, c'est, si vous voulez, ça fait du bien pour nous, ça fait du baume au cœur, ça fait plaisir, c'est de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify et peut-être un like sur YouTube et de nous dire si vous voulez qu'on fasse un épisode justement sur la tarification ou en tout cas juste soutenir le podcast. Nous, ça nous fait plaisir, ça fait découvrir le podcast à d'autres personnes et c'est vraiment tout cool. C'était la fin de la seconde ASMR. Maintenant les tarifs. Ça m'a stressé. Maintenant les tarifs. Donc on reviendra sur ça dans un autre épisode. 5 étoiles.
Bisous. Spotify. Ah, ça, on est lancé pour un moment. Hein. Maintenant, on va pas continuer en ASMR. On pourrait, hein, si vous voulez un épisode ASMR, dites-le nous en commentaire. Ce sera très long, mais vide peut-être intersidéral dans les commentaires. pour vous, je ne sais pas. Moi, il faudrait que je teste. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a notre offre, notre gamme tarifaire, tout ça? Bon, ça, forcément, comme on l'a vu, ça va évoluer en fonction des feedbacks avec les clients. Donc là, on passe en mode se bouger le cul. Il faut aller trouver des clients. Oui. Donc toi, tu as dit effectivement le réseau, le Ouais. proche réseau. Moi, ce que j'avais fait, ce que je referais aujourd'hui, c'est de la prospection. Moi, j'avais fait carrément du porte-à-porte où je suivais des gens sur Instagram et il y en a qui disaient tiens, j'ai besoin d'aide sur tel truc. Moi, je me pointais à la porte de leur boîte pour aller parler avec, quoi. Psychopathe. Donc vraiment aller au contact des gens. Moi, je faisais des salons, je faisais des événements, je faisais tout ça et je referais exactement la même chose. En gros, être au contact le plus physique Ouais, qu'on c'est puisse ça. être parce que c'est ce qui fait toute la différence. Et là où j'irais le plus dans des contacts physiques, bon là, du coup, moi, je serais un peu prestataire marketing. J'irais me pointer là où je suis un loup au milieu de la bergerie. Qu'est-ce que c'est qu'un loup au milieu de la bergerie? C'est par exemple, tu vas à un congrès de start-upers, on va dire, et il n'y a que des start-upers. Et au milieu de ce congrès des start-upers, il y a un gars qui n'est pas start-upper, mais son expertise, c'est d'aider les start-upers à faire des pitchs pour lever des fonds. C'est ce qu'on appelle le loup au milieu de la bergerie. C'est-à-dire qu'il est tout seul à faire ça et il va closer tout le monde dans la pièce. Moi, c'était le copywriting. Je me mettais dans des pièces où il y avait que des entrepreneurs, pas de copywriters. Ça tombait tout seul, en fait. Et j'irais chercher, en fait, ces mêmes milieux où ma cible est et où forcément, les gens comme moi sont en grande minorité. Là, t'éclates le game instantanément. Donc, ça peut être des événements, des salons, des choses comme ça. Alors, il n'y en a pas tout le temps, forcément. Il ne faut pas que se reposer là-dessus. Et du coup, l'autre stratégie serait, si j'ai besoin d'argent vite, de la prospection, mais pas de la prospection claquée en envoyant le même message pas personnalisé à tout le monde. Pourquoi pas du contenu, mais je ne me cacherai pas derrière le contenu, en fait. C'est ça. Et surtout, alors, pour certains, c'est bien. Moi, en tant que freelance, en fait, non, je ferai pas de contenu. En tant que, si j'étais freelance en marketing ou marketeur, consultant marketing, le contenu, je le ferais et très éventuellement pour poster des trucs, mais je miserais pas trop dessus. Si c'était sur Instagram, par exemple, je miserais pas taquet dessus. Pourquoi? Parce que ce serait pas le plus rapide, ce serait pas le plus efficace, ou alors faudrait penser le contenu pour qu'il soit très très large, pas spécifique à ma cible, genre un copywriter qui fait du contenu. Moi, j'y crois pas trop. Un copywriter, par contre, qui fait du contenu où il parle de branding, où il parle de l'histoire de marque, de choses comme ça, qui vont apporter une cible un peu plus large, lui permettrait d'avoir un peu de traction sur un réseau social comme Instagram, alors que vraiment parler de son expertise, genre Aïda et ces choses-là, je veux dire, tout le monde s'en fout et personne n'a envie d'entendre parler de ça sur Instagram, quoi. Donc, mais moi, mon focus serait vraiment, prospection, que ce soit prospection présentielle, non présentielle, et 2, une autre stratégie dont j'ai pas parlé, qui moi a vraiment porté ses fruits, c'est la stratégie des jambes-bombeurs. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas pourquoi je prends un accent du coup. Qu'est-ce que c'est la stratégie des jambes-bombeurs? C'est un mi-accent du sud, on sait pas trop. C'est, toi, t'es par exemple un jambon et tu cherches du beurre pour venir dans un sandwich. En gros, le jambon beurre, c'est un sandwich, ça se scie très très bien. Ça peut être aussi jambon comté parce qu'on aime beaucoup le comté. Bref, jambon fromage, bref, on s'en fout. C'est d'aller chercher d'autres prestataires, voire des prestataires qui font la même chose que moi. On en parlait tout à l'heure. En gros, je suis copywriter, je vais aller parler à d'autres copywriters et d'autres marketeurs parce qu'en fait, un prestataire ne peut pas accompagner 10 000 personnes. Ou même si t'es coach, que tu as une spécificité sur un truc, va t'adresser à d'autres coachs qui peut-être font la même chose que toi, mais sont spécifiés sur soit une cible, soit un type d'accompagnement, parce qu'ils peuvent te balancer leurs clients qui peuvent pas accompagner. Moi, très souvent, j'ai des gens qui viennent me voir, je les envoie chez les concurrents, en fait, constamment, où je me dis, ça, moi, c'est pas mon positionnement, c'était pas le type de cible que j'accompagne, va chez machin, et alors que c'est un concurrent direct, semi-direct, en fait. Donc ça part chez les autres. Et j'irai aussi voir d'autres personnes qui ont justement une expertise
connexes, dirons-nous parallèles. C'est plus recherché que le jambon beurre quand même. Hein. Ou par exemple, t'es copywriter, tu vas avoir des agences de media buying, t'es coach productivité, je sais pas, tu vas avoir tel formateur qui accompagne sur d'autres enjeux, peut-être justement parallèles, pour qu'en fait, ça passe sur beaucoup de recommandations, sur beaucoup de mise en relation. Et c'est ça qui ferait que je ferais petit à petit mon bout de chemin. Ça, c'est si je faisais de la prestation de service, attention. Parce qu'effectivement, à nuancer, et tu vas peut-être pouvoir le nuancer, si tu fais du consulting et de la formation, la prospection, c'est pas le bon plan. Oui. Et je viens de niquer absolument tout ce que je viens de dire pendant les minutes, du coup. Yes. Ouais, sur d'autres secteurs. Alors, oui, si tu fais par exemple du coaching du B2C, tu fais du coaching B2C ou même pour des solopreneurs, etc. Aller démarcher sur les réseaux sociaux, la prospection est pas trop appropriée dans ces cas-là. Donc là, pour le coup, on va plutôt avoir besoin, effectivement, de faire du contenu. Là, la stratégie de contenu est super pertinente. La stratégie de contenu est indispensable. Quand on démarre pour montrer son expertise, commencer à fédérer une communauté, etc. En revanche, il ne faut pas se cacher derrière le contenu. Je te rejoins là-dessus parce qu'en fait, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui font leur contenu, qui se tiennent au contenu, mais qui en fait ne vont pas connecter avec les humains en face. Et donc c'est vraiment, je fais mon post tout joli, tout machin, mon réel et compagnie, mais par contre, je ne vais pas discuter en MP avec les gens qui interagissent, je ne prends pas mon téléphone, je ne me rends pas à des événements ou à des occasions de la vraie vie pour connecter. Et en fait, là, du coup, alors soit ça fonctionne pas, soit ça met beaucoup plus de temps en fait pour faire rentrer du chiffre d'affaires, parce que le chiffre d'affaires, il vient de l'échange en direct qu'on va avoir et des ventes qu'on va faire. Donc, c'est vraiment important, si vous avez une stratégie de contenu au démarrage, de ne pas attendre que uniquement la stratégie de contenu fonctionne. Ça, c'est une stratégie de moyen long terme. Alors, ça peut aussi décoller très vite, c'est possible, mais ne vous reposez pas que là-dessus. Et tu vois, sur ma première boîte sur Postadem, je suis allée au contact des gens, déjà alors avec les événements présentiels auxquels moi je participais, mais j'ai aussi organisé mes propres événements. En fait, ce que je faisais, c'est que j'organisais les apéros Postadem. Ces événements, ils étaient gratuits. Et en fait, en faisant ces événements gratuits via je communiquais via, alors il y avait Facebook à l'époque que j'utilisais beaucoup, il y avait aussi toutes les plateformes en fait d'événementiel, et du coup je rassemblais du monde. Alors il y avait entre 50 et 70 personnes qui venaient en présentiel, et parmi ces personnes-là, du coup ça débouchait sur des ventes en fait, des clients. Mais ça partait de on connecte dans la vraie vie. Et en fait ces apéros, ils m'ont énormément aidé à comprendre, à connaître mon audience. En plus, les gens ramènent aussi leurs amis, donc ça permet vraiment de bien fonctionner. Nous, d'ailleurs, on s'est rencontrés via un événement business. Donc, est-ce que tu venais pour un peu prospecter ou... Complètement, l'événement m'a peut-être rapporté 70 000 balles en tout et pour tout. Et voilà, donc une fois de plus, on est sur quelque chose où t'es allé sur le terrain et tu t'es bougé les fesses, parce que moi, je suis polie. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on s'est rencontrés et qu'on a bossé ensemble et tout ça. Donc... terrain plus contenu, ça fonctionne dans ces cas-là. Exactement. Maintenant, Jamy, quelle plateforme tu choisis si tu dois te relancer ? Dis donc, poser comme ça la question, ça donne envie de répondre. Aujourd'hui, alors ça dépend de ton sujet aussi. Ouais. Moi déjà, je choisirais, ça c'est une réponse qui va moins te plaire, mais moi si je devais recommencer de zéro, je choisirais une plateforme sur laquelle j'ai envie d'être. Oui, tu peux. Oui, sur laquelle j'ai envie de créer du contenu, c'est-à-dire que c'est une plateforme où peut-être déjà moi je vais consommer, parce que je pense que créer du contenu sur une plateforme qu'on n'a pas plaisir à utiliser nous-mêmes, c'est pas un bon plan. Alors plaisir à utiliser, ça veut pas dire comme je scrolle 8 heures par jour sur Instagram, je vais être sur Instagram. Plaisir à utiliser, ça peut être 15 minutes par jour, hein. Mais dans le sens où vous êtes familier de ça, c'est quelque chose qui est assez intuitif du coup pour vous, et où comme vous êtes aussi consommateur, vous avez conscience de ce que les consommateurs aiment, et donc ça vous aide aussi en tant que producteur de contenu. Donc moi je partirais sur une plateforme que j'aime, sur laquelle j'ai envie d'apprendre à créer du contenu, où j'ai envie de devenir chaque jour meilleur dans la création de contenu, etc. Comme ça je sais que je vais m'y tenir, parce que au-delà de la plateforme, ce qui va compter, c'est la régularité. C'est la pertinence du contenu qu'on fait, et c'est la régularité et le fait de se tenir à long terme sur cette plateforme-là. Donc, je choisirai en fonction de ça. Maintenant, est-ce que je choisirai LinkedIn? Est-ce que je choisirai Instagram? Alors, il n'y a pas 500 possibilités non plus. On va dire TikTok, LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube. Ouais. Moi, je suis vraiment réseau social là dans ta question. Facebook. Tu vois. Facebook, YouTube, c'est des canaux d'acquisition. Pour moi, ça compte. Hein. Moi, j'étais vraiment réseau social. Maintenant, canaux d'acquisition, on a aussi effectivement YouTube qui fonctionne toujours très bien. Le podcast. Alors, le podcast,
c'est bien, mais pas tout seul. Moi, je pense, comme on le fait nous, en fait. C'est-à-dire que le podcast qu'on fait ici, il a vocation à être aussi publié donc sur YouTube. Peut-être que vous le regardez sur YouTube actuellement. Même si là, actuellement, au moment où on lance, on n'a pas une stratégie YouTube ultra poussée non plus. Nous, surtout, on le fait pour être quand même, d'avoir un petit peu d'acquisition via YouTube et les plateformes de podcast, mais aussi d'avoir en fait via les réels Instagram. C'est-à-dire vraiment de recycler le contenu qu'on a sur ce format-là en réel Instagram parce que, en tout cas moi à titre personnel, mon canal d'acquisition numéro 1, c'est Instagram. Toi c'est la même chose aujourd'hui, alors tu vas peut-être le nuancer, mais en tout cas dans mon cas c'est ça aujourd'hui. Pour compléter, effectivement, c'est la plateforme où on a envie d'être, et moi je rajoute toujours, c'est la plateforme où il y a notre cible. Parce que si on va sur la plateforme où on a envie d'être, mais qu'il n'y a pas notre cible, par exemple, moi j'ai vu plein de gens aller sur LinkedIn en mode, moi j'ai envie d'aller sur LinkedIn. Bon, apparemment, il faut aimer se faire fouetter. Ils vont sur LinkedIn, mais il n'y a pas leur cible en fait. Nombre de personnes que je vois dire, ah bah moi je vise des infopreneurs. Il n'y a pas d'infopreneurs sur LinkedIn en fait. Faut arrêter ça, ça n'existe pas. En tout cas aujourd'hui, peut-être que d'ici 1 an ou 2, il y en aura. Il y en mais a pour un l'instant... petit peu, mais en fait, quand on voit factuellement, c'est les ghostwriters des infopreneurs qui postent à leur place. Donc en fait, ça n'a aucun intérêt. Et les rares infopreneurs qui sont sur LinkedIn, c'est plus des gens qui jouent à l'apprenti infopreneur en disant qu'ils sont pas infopreneurs. Donc voilà, pas la cible. Sur du B2C, tu peux faire un carton. Par contre, si tu fais un espèce de B2C to B, tu vois, si tu as un business B2C type, je vais t'aider à genre du sport, à perdre du poids. Tout le monde va sur Insta. Tu sais que si tu vas cibler les entrepreneurs sur LinkedIn, tu vas faire un carnage en fait, parce que là il y a pas grand monde sur ce créneau. Donc il y a ça aussi. C'est est-ce qu'il y a quand même une part de ta cible. Donc là, si c'est les entrepreneurs qui ont besoin de perdre du poids ou des gens qui veulent perdre du poids, bah vise les entrepreneurs, va sur LinkedIn et fais un carton quoi. Vraiment. Sinon, bah moi aujourd'hui je suis sur Instagram majoritairement. J'ai commencé sur LinkedIn. J'y fous plus les pieds aujourd'hui et pourquoi je suis sur Instagram, bah effectivement parce que ma cible est là. Maintenant, si je me relançais de zéro aujourd'hui, selon mon type de business, mais restons sur, on va oublier les prestations de services, hein, concentrons-nous sur l'accompagnement, la formation. C'est plus dur, ça demande plus d'efforts, il y a une plus grosse barrière à l'entrée, donc ça me permet de reboucler sur ce qu'on a dit au début. Du coup, j'irai sur YouTube, parce que YouTube demande plus de travail, plus d'efforts, plus de complexité. Donc forcément, il faut se mettre à niveau sur plus de choses. Le montage, la cam, toutes ces choses, même si on peut commencer avec un téléphone et un logiciel de montage pété, ne serait-ce qu'un facecam simple. Pour moi, il y a beaucoup plus, on peut aller beaucoup plus vite là-dessus parce qu'il y a moins de monde que sur un Instagram où c'est la guerre. Maintenant, Instagram est plus simple, plus efficace, donc c'est sûr que si tu es à l'aise sur faire des posts et du visuel, il faudra juste que tu deviennes excellent en copywriting parce que c'est ça qui va faire que ça marche ou pas. Ce qui nous permet de trop bien reboucler sur notre introduction et de conclure. Alors, je sais pas si on a la même idée, mais moi, ce qui me vient, c'est que, en fait, ce qui va compter, c'est de faire une chose et de la faire bien. Quelle que soit la stratégie, quel que soit le réseau social que tu vas essayer, le canal d'acquisition, ce qui compte, c'est de le faire bien. Donc, si c'est vraiment Instagram, dans ce cas-là, fais Instagram bien et tiens-toi à ton compte Instagram, à ton contenu Instagram et à être meilleur là-dessus. Si c'est LinkedIn, c'est LinkedIn. Si c'est YouTube, c'est YouTube. Pour faire ça bien, t'as besoin d'être dans ta zone de génie là-dedans, en fait. Parce que tu prends par exemple YouTube. Moi, si tu me dis la meilleure façon de développer un business de zéro, c'est d'avoir une chaîne YouTube et de développer YouTube. En fait, limite, je fais pas de business parce que moi, tu me demandes de me filmer moi-même et de faire une chaîne YouTube. Je meurs, en fait. C'est pas du tout mon truc. Alors là, on fait du YouTube parce que on a tout le setup, on a l'équipe de tournage, on fait ça bien, on est tous les deux, mais sinon, c'est pas naturel pour moi. Oui. Donc moi, je vais plutôt choisir une chose sur laquelle je suis bonne et laquelle je peux me tenir parce que là, je sais que je vais avoir des résultats. Et je pense que la conclusion, c'est vraiment faire une chose et la faire bien. En fait, quand on redémarre de zéro, c'est de se dire quelle est la chose dans laquelle je suis compétent, même si on peut encore s'améliorer, mais je suis compétent, j'ai une expertise, il y a un besoin, j'y réponds avec une offre unique, simple, droite au but, et pour développer ce business-là et cette offre-là, j'ai un canal d'acquisition, une façon d'acquérir mes clients et de mes prospects et de les convertir en clients, et je me concentre que là-dessus, avec focus, compétences marketing que je développe, et avec ça, là, je sais que je peux remonter un business à 100K si je me tiens à ça, en fait. Alors attention, pour les perfectionnistes qui nous écoutent et qui en demandent, faut que je fasse ça bien, donc je vais jamais le faire. Il y a bien et il y a bien. Il faut commencer par faire les choses et ensuite les améliorer. Ouais. Très important avant d'aller faire autre chose. Mais faites déjà, même si c'est pas ouf, faites. Et comme sur YouTube en fait, parce que là tu te dis YouTube c'est pas mon truc.
peut-être qu'on peut se dire, bah, je vais essayer de devenir compétent, et ça se trouve, ça peut devenir le truc de ta vie, quoi, que tu vas adorer. Donc, sur Insta, ok, faites d'abord, même si c'est moche, même si c'est pas parfait, puis formez-vous au copywriting, parce que c'est vraiment ça, le cœur, c'est des bonnes accroches, c'est un bon contenu qui prend position, et bref, on va pas rentrer, puisque c'est pas le sujet de ce podcast, on pourra en faire un autre sur ce sujet. Mais c'est se former en copie, pour faire justement des bons contenus qui attirent l'attention, qui transforment ensuite les gens en prospects et pourquoi pas en clients. Et ensuite d'améliorer ça. Mais n'attendez pas non plus d'être excellent en copywriting pour faire votre premier post. Parce que c'est en faisant le premier post que vous allez devenir aussi excellent en copywriting. Mais prenez du feedback dessus. Voilà ce que je pouvais ajouter là-dessus. Eh bien, on est pas mal. Moi, je vais rajouter une petite conclusion par rapport à ce sujet de si je recommençais de zéro. Si je recommençais un business de zéro, j'éviterais d'écouter le discours habituel qui est quand tu commences un business de zéro, tu dois trimer, tu dois tout sacrifier pendant 1 an ou 2, parce que c'est normal quand on est entrepreneur et qu'on commence, pendant 1 an, 2 ans, de pas se payer et de travailler 60 heures semaine. Donc, moi, si je recommençais de zéro, je prendrais ça en compte en me disant non, je ne fonctionne pas comme ça. Et dès le début de mon business, je vais faire en sorte d'avoir un business qui est écologique pour moi, dans lequel je me sens bien, où je me paye dès le début et où, en fait, j'ai un équilibre de vie dès le début. Parce que combien d'entrepreneurs aussi font toutes les choses bien pour amener le business à 30 000, 50 000, 100 000, mais en fait, arrivés aux 100 000, ils sont complètement cramés, ils en peuvent plus, ils sont démotivés et souvent, du coup, leur business, pour pouvoir se maintenir à ces niveaux-là et grandir encore plus, nécessite de mettre encore plus de travail. Et en fait, si votre business, il fait 100 000 parce que vous travaillez 60 heures par semaine, ça veut dire que vous avez quelque chose qui n'est pas tenable en réalité. Vous n'allez pas pouvoir aller chercher plus parce qu'en fait, c'est toujours plus de votre temps, de votre énergie et du coup, il n'y en a plus à ce stade-là. Ou alors, vous n'allez carrément pas arriver à maintenir vos 100 000 ou quel que soit le chiffre d'affaires parce que vous êtes au bout du rouleau. Donc en fait, qu'un business, il démarre de zéro, qu'il fasse déjà de l'argent, pour moi, la priorité, c'est de le faire d'une façon qui est vraiment saine. Et si aujourd'hui, ça nécessite, si votre stratégie, elle nécessite de bosser 60 heures semaine, alors j'exagère, mais pour moi, même au-delà de 35 heures, en fait, on peut faire différemment. J'ai jamais bossé plus de 35 heures dans mon business. Alors parfois, à des moments de lancement, etc., éventuellement, il y a eu un petit peu plus, mais quand je dis que c'est ponctuel, ça a dû arriver 2-3 fois, quoi. Donc vraiment, se dire si mon business, même si je suis au début, il ne tient pas en 35 heures par semaine et même idéalement moins, c'est que je n'ai pas identifié quel était l'essentiel, je ne suis pas focus et j'ai une stratégie qui en fait va juste me mener dans le mur. Peut-être que c'est une stratégie qui va permettre de faire de l'argent, mais ça va permettre de le faire d'une façon qui est pas du tout durable et tenable. Donc je prendrai ça aussi en compte dans ma stratégie pour démarrer de zéro. Let's go. Et pour conclure là-dessus, du coup, on a parlé du fait qu'il fallait faire bien les choses. Et bah, figurez-vous qu'on a un épisode du podcast sur le sujet de « Je fais tout bien, j'ai pas les résultats » que je vous invite à aller voir ou écouter. S'il est déjà en ligne, bah let's go. S'il est pas encore en ligne, et bah abonnez-vous et vous l'aurez disponible dès qu'il sort. Moi, pour conclure sur tout ça, et bah effectivement, c'est juste se lancer vite, avancer vite et surtout faire vite de la merde pour aussi justement itérer rapidement, avoir les résultats et se bouger massivement le cul, quoi, tout simplement. Est-ce que ça te donne envie de relancer un business de zéro ? Bah bien sûr. Ah bah c'est parti. Allez, on lance un business de zéro et vous nous suivez dans cette aventure. Yes. Là-dessus, comme je disais, laissez un petit 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify, ça fait du baume au cœur, ça soutient le podcast et ça coûte rien et c'est cool. Et si vous voulez nous laisser un commentaire et nous dire ce dont vous voulez nous entendre discuter, allez-y. Yes, merci pour cette magnifique conclusion. À très bientôt pour un prochain épisode. On vous embrasse.